Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, le plus vrai. Vous êtes juif? Comment ça, Laurent, vous êtes juif? Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Ma biche, où êtes-vous, ma biche? Bonsoir à tous. Il a été gendarme, rabbin, commissaire. On l'a connu épicier au 45 rue Poliveau, maître de ballet, directeur d'un guide gastronomique et même ministre du roi d'Espagne. Alors oui, c'est vrai, Louis de Funès nous a quittés il y a 40 ans, mais il n'a jamais déserté nos vies. Il est toujours présent pour le meilleur et pour le rire. Pour lui rendre hommage aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier de Funès. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors vous êtes un être à part entière, même entièrement à part, puisque vous êtes le seul homme dans l'univers à avoir été à la fois le fils de Louis de Funès et le partenaire de Louis de Funès à l'écran. Une expérience unique que vous allez nous faire partager. Nous recevons également Nora Ferreira, directrice du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël. Grégoire Acco, créateur de l'agence Réclame, producteur d'une bande dessinée sur cet immense acteur. Absolument, bonsoir. Bonsoir. Et enfin Naël, qui sera sur notre plateau le porte-parole des enfants de 2023. Bonsoir à tous. Olivier, pour commencer, une question tout à fait basique. C'était facile d'être le fils de Louis de Funès lorsque vous étiez à l'école et au collège? Très, très facile. Ça étonne les gens quand je dis ça. Parce que, vous savez, je suis un petit peu anti-fils d'eux, moi, que les fils d'eux qui parlent beaucoup, et surtout ceux qui font le métier, qui disent que c'était très difficile de se faire un prénom, etc. Bon, quand même, ils ont eu une chance inouïe d'être avec leur père qui les aidait, c'était mon cas. Donc non, ça n'a pas été difficile. D'abord, il était très aimé, donc il n'y avait pas d'animosité particulière, il n'y avait pas de politique ou de choses comme ça. Donc non, j'étais toujours bien accueilli, surtout par les gendarmes d'ailleurs, c'était bien aussi, ça m'a avantagé en voiture, il y a quelques amendes qui sont passées au travers. Donc non, franchement, c'était très agréable. J'essaie d'imaginer quand vous organisiez un anniversaire, par exemple, à la maison, vos copains venaient, votre père était présent? Oui. Comment vos copains réagissaient en le voyant? Oh, vous savez, mon père était tellement simple, c'était comme chez eux, c'était comme leur père à eux, il n'y avait pas de problème. Ils étaient un petit peu intimidés au départ. Ouais. Mais non, mais enfin, voilà, on menait une vie très simple, vous savez. Hein, mon père avait son métier d'acteur, qui était très sérieux, c'était un métier très sérieux, il travaillait beaucoup. Et après, lorsqu'on était en famille, il aimait beaucoup se divertir avec nous, il adorait qu'on le fasse rire, lui. Oui. Et il était très sympa, hein. Donc j'ai encore des amis qui l'ont bien connu et qui m'appellent régulièrement en me disant « On se souvient de Louis, c'était vraiment formidable ». Et il était très sympa avec eux, très gentil. Ouais. Alors vous êtes le seul de ses fils à avoir tourné avec lui. Pourquoi votre frère Patrick ne le souhaitait pas? Ah bah non, parce que mon frère est un petit peu plus âgé, donc il est arrivé sur des films plus récents, et il a fait des études très longues de médecine en plus, donc il était très pris par ses études. Moi j'ai un petit peu après, pendant le lycée, hein, je tournais pendant les vacances, hein, uniquement pendant les vacances d'été, oui. Et puis j'étais un peu attiré par le métier. Hein. D'accord. Vous avez tourné donc 6 films avec lui, 2 pièces. C'était des bons souvenirs? Ça reste de bons souvenirs? Une pièce, j'ai fait. Une pièce, oui. Une pièce, Oscar, oui. Écoutez, oui, c'était très, très agréable. J'ai beaucoup aimé le cinéma. Le théâtre, moins, parce que j'avais un rôle très important dans Oscar. Le rôle que joue Claude Rich au cinéma, qui était un rôle très, 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 très dur. Et j'étais quand même pas armé. J'avais fait un peu le cours Simon, mais j'étais pas armé pour un tel rôle. Donc j'en ai vraiment bavé. Mais enfin, bon, ça s'est bien terminé. Non, ça va. Comment il était sur le plateau avec vous? Comment il se comportait? Vous considérez comme un camarade comme les autres ou vous étiez un petit peu à part? Non, comme Non, j'étais tout de même son fils. Mais il était très bienveillant avec moi, comme il l'était avec ses camarades d'ailleurs. Hein. Mais il y avait il y avait rien de particulier. Vous savez, on s'imagine toujours quand on me pose des questions que c'était très particulier d'être aux côtés de Louis de Funès, etc. Mais comme c'était un homme très simple, il n'y avait pas. Non, j'ai des très bons souvenirs, que des très bons souvenirs. Oui. Alors, le premier film que vous avez fait avec lui, c'était Fantomas se déchaîne. Oui. Est-ce que vous avez été témoin des tensions qu'on a racontées entre Louis de Funès et Jean Marais? Ah, pas du tout. Absolument pas. Mais j'en découvre tout le temps. Hein. Non, absolument pas. Ils s'entendaient pas mal. Non, je sais qu'il y a eu des problèmes. C'était sur l'épaisseur du rôle. Je crois que Jean Marais avait dit oui, mais enfin, il a toutes les répliques, etc. C'est vrai que Jean Marais était une immense vedette à l'époque. Hein.
Donc il a été un petit peu ennuyé. Bon, je crois qu'ils ont rééquilibré les choses, mais sur le tournage, ça se passait très bien. Hein. Non, très très bien. Hein. Vous avez un mot, ou une anecdote sur Mylène de Mongeau qui nous a quittés en décembre? Oh oui, alors, je n'ai pas d'anecdote vraiment, mais je l'ai transporté, moi, en tant que commandant de bord par la suite. Il y a une dizaine d'années, on a beaucoup discuté là dans le cockpit. C'était une femme charmante et très intelligente. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de peine parce que avec moi, elle avait été adorable pendant le tournage parce que je débutais, je ne savais pas où mettre mes pieds, mes mains, le regard. Enfin, elle m'aidait beaucoup. Et c'est une femme très très intelligente qui s'occupait beaucoup des animaux, de la nature, etc. Elle était assez profonde. Hein, donc, non, moi je me suis très bien entendu avec elle. Ouais. Ouais, c'est vraiment très triste. Alors, vous l'avez évoqué, il y a une légende tenace qui prétend que votre père était insupportable sur les plateaux, désagréable. Oui. Là, vous étiez sur les plateaux, vous avez pu constater que ce n'était pas le cas? Bah écoutez, il l'était avec les cons. Parce que ce que vous voulez, non, avec les gens qui travaillaient, etc., qui travaillaient très bien, il n'y avait pas de problème. Mais il devenait désagréable quand des gens se permettaient d'être sur le plateau, de regarder tourner comme si c'était indu, parce que c'était souvent des gens invités, vous savez, par un technicien qui invitait ou sa femme, ou des amis, etc., et des gens qui se permettaient de parler. Machin. Il était très dur, j'appelle ça les cons, mais voilà. Il était très professionnel. Donc, il a été désagréable avec aussi quelques professionnels qui ne faisaient pas leur boulot. Jean Lefebvre, par exemple? Ah non, Jean Lefebvre, ça allait quand il tournait après. Non, c'est après qu'il y a eu des histoires avec Jean Lefebvre, parce que Jean Lefebvre a dit du mal de lui. Mais ça, c'est autre chose, ça, il s'en foutait. Non, pendant les tournages, non, ça allait très bien avec Jean Lefebvre. Mais voilà, il a eu cette réputation-là parce que ce que vous voulez, je pense que Delon, Gabin, tous ces gens-là, il fallait pas rigoler sur un plateau. C'est les partenaires, il fallait qu'ils sachent leur texte. Voilà, il était très professionnel. Donc ça le mettait en rogne quand il travaillait avec des gens qui, par exemple, n'avaient pas appris leur texte. Donc ça durait 2 heures de plus. Là, il commençait à se fâcher. Il ne faut pas oublier aussi que tout le film reposait sur lui. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Les gens allaient voir un film de Louis de Funès à l'époque, et non pas un film de Gérard Houry ou de Jean Giraud. Exactement. Ouais. Ça, il nous le disait souvent. Il disait, le film repose sur mes épaules. Donc, il faut que ça se passe bien quand même. Hein. Alors, il y a une légende tenace qui dit également que votre mère, Jeanne de Funès, choisissait les scénarios, choisissait ses partenaires, imposait un petit peu toutes ses volontés. Est-ce que c'est exact? Vous vous rendez compte, tous les trucs négatifs qu'il y a sur lui, c'est drôle. C'est clair. Ah, mais c'est toujours comme ça, oui. C'est amusant. Ouais. Les grands, il y a toujours des... Bon, alors elle était... Non, c'est vrai qu'elle s'en occupait beaucoup, parce que mon père était assez timide et n'osait pas dire certaines choses, des fois. Donc, il se laissait un peu embarquer. Et ma mère veillait au grain, quand même, pour dire, attends, ce monsieur est peut-être très gentil, mais... c'est peut-être pas terrible son scénario, ou tiens, le metteur en scène, là, il veut te faire des grimaces, toujours les mêmes, etc. Fais attention. Et il était très content d'avoir ce conseil-là, parce que lui, il était gentil, il dit, oui, si on fait faire ça, c'est normal, voilà. En fait, il l'a eu, oui, comme conseillère, oui, tout le temps, et il était ravi de l'avoir à ses côtés. Bien sûr. Alors j'ai lu que votre père avait rêvé de tourner avec Roman Polanski, qu'il avait rencontré, avec Pascal Thomas aussi. La question c'est pourquoi il ne l'a pas fait? Ah ben ça c'est pas fait. Écoutez, il avait été emballé par, je crois que c'est le bal des vampires, il avait été emballé par le film. Ils se sont rencontrés, d'ailleurs j'étais présent à une rencontre ou un déjeuner près des Champs-Élysées. Ils ont beaucoup parlé, ils s'entendaient très bien. Et je peux pas vous dire pourquoi ça ne s'est pas fait. Je pense que Polanski a dû avoir un autre... Enfin, il avait un projet, et ça ne s'est pas fait, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais il était très admiratif, oui, de Polanski. Oui. Ouais. Alors, il y a une phrase de votre père qui, à l'époque du tournage de Rabbi Jacob, a beaucoup fait parler. Il a déclaré à l'époque que ce film lui avait décrassé l'âme. Oui. Certains en ont déduit que Louis de Funès était, ou avait été en tout cas, antisémite. Et vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est une belle façon de passer en revue, en fait, tout ce qu'on a pu dire et que le temps, en fait, écrème. Ce qui est terrible, c'est que vous vous rendez compte la franchise, l'humanité de cet homme, tout de même. De dire, on a tous des petits... Alors, anti, d'abord, il n'a pas dit antisémite du tout, hein. Il est anti quelque chose, parce que je vous ferai remarquer que dans le film, il est anti tout. C'est ça qui est très drôle, d'ailleurs. C'est clair. Et c'est pour ça que son succès continue. C'est qu'au lieu d'être dans l'air du temps,
Il aurait pu être anti-maghrébin, par exemple, puis c'est tout. Ou antisémite, ou machin, ce qu'il n'aurait jamais accepté, d'ailleurs. Et il n'aurait jamais accepté. Il a accepté parce que c'était très drôle, c'est qu'il était anti-tout. Anti-arabe, anti-noir, anti-juif, il était anti-tout. Ça, c'était un personnage vraiment invraisemblable. Donc, non, mais moi j'ai beaucoup aimé quand il a dit ça. Alors moi personnellement, ma fille qui est philosophe a beaucoup aimé également. Quand même d'avoir le courage de dire... ça m'a décrassé l'âme parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. D'ailleurs, on peut ne pas penser qu'on est anti quelque chose. Et puis le fait de tourner ça, qu'il a tourné avec un plaisir fou, il a dit voilà, peut-être que j'avais des tendances à dire qu'un tel ou un tel. C'est beaucoup de courage et je trouve que c'était très efficace contre l'antisémitisme, justement. Hein. Oui. Et il m'a confié une fois que lorsqu'il a fait la danse de Rabbi Jacob, cette danse merveilleuse, c'était très long, hein, il a beaucoup souffert pour l'apprendre, cette danse. C'était un tournage très très long, donc il a pris des cours, et quand il a dansé, à la fin il m'a dit, je t'assure, j'ai dansé et j'étais fier d'être juif. J'ai senti que j'étais fier. C'est fou, hein. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique, c'est hein. magnifique, oui. Ah oui, oui. Quel est le film que vous avez, vous, préféré faire à ses côtés ? Sans doute L'Homme Orchestre. Pour quelle raison ? Parce que j'étais un peu musicien amateur à l'époque, je jouais de la batterie, et donc il y avait ce côté comédie musicale qui m'a beaucoup plu. Le metteur en scène Serge Corbert, qui a disparu malheureusement il y a 1 an, était un homme charmant qui a fait un très beau film. Je trouve que c'était très risqué de faire une comédie musicale en France. Et ça m'a permis de connaître aussi un des plus grands compositeurs qui était François de Roubaix, avec qui j'ai sympathisé, avec qui je jouais un peu de musique chez lui, voilà. Et qui est décédé dramatiquement à 36 ans d'un accident de plongée. Alors, en général, vous refusez de dire quel est le film de votre père que vous préférez. Oui. Est-ce que vous allez faire une exception ce soir ? Non. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus ? Non, c'est parce que je vais vous dire. Alors, je vais faire une exception. Mon préféré... alors, c'est très amusant, c'est à l'opposé. Mon préféré est sans doute Rabbi Jacob pour les raisons dont on a parlé, parce qu'il y avait quand même une profondeur humaine assez extraordinaire. Je trouve que c'était un film très utile. Malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais bon, c'était une vision quand même assez inouïe. Et puis, bizarrement, le premier gendarme de Saint-Tropez. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais j'ai un souvenir, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça formidable. Et c'est là où je le trouve le plus formidable, c'est dans le premier gendarme. Parce que c'était un personnage absolument ignoble. C'était très très sympa. Et puis on n'avait pas vu de film où la gendarmerie ou la police encore. C'est venu après. Ils ont fait des films avec la police, c'était copié sur le gendarme de Saint-Tropez. Ouais. Et puis l'ambiance de Saint-Tropez, etc. Voilà, c'est tout bête. Hein. Et votre père, lequel de ses films il préférait ? Je ne peux pas vous dire. Vous ne l'avez jamais dit ? Non, il ne préférait pas. Il aimait... une fois que le film était terminé, il voulait que le film ait du succès, surtout. C'est ça qui comptait. Il dit, c'est pour mon public. Je veux que le public que le public rit. C'est tout ce qui compte. Il n'aurait jamais été regarder un film après. Il allait les voir en première dans les cinémas pour voir la réaction du public. Donc il allait en pleine salle, hein, après que les gens soient rentrés, en général avec un passe-montagne, en plein été, pour pas qu'on le reconnaisse. Et il se mettait derrière, on lui réservait 2 petits sièges, et il restait, et quand ça riait, c'est bon, il partait. D'accord. Ouais. Alors les jeunes en 2023 ne savent plus du tout qui étaient Fernandel et Jean Gabin, on peut le regretter d'ailleurs, mais tous, quasiment, savent qui est Louis de Funès. Comment vous expliquez la pérennité en fait de son succès ? Oui, ça c'est une question très complexe qui touche à beaucoup de choses. Son type de comique, son génie déjà. Bon, mais ça, les autres aussi. Hein. Gabin est un génie. Hein. Donc, son génie, le type de comique, c'est-à-dire qu'il a englobé. C'est pour ça que les gens ont du mal maintenant, les comiques, si vous voulez, à jouer sans limiter. Ils sont obligés, ils tombent dedans. J'ai vu une publicité là, hier d'une femme qui joue très très bien d'ailleurs, qui est une très bonne actrice, et elle ne peut pas s'empêcher à la fin de l'imiter. Parce qu'il tombe dedans, parce qu'il a englobé toute la nature humaine, si vous voulez. C'est toute la nature humaine. Donc il a tous les défauts de la Terre, et
Bon, on pourrait en parler des heures, pourquoi ça dure, mais je pense que il avait, malgré tout, en jouant des rôles de mec épouvantable, de dominant épouvantable, il avait un regard compassionnel. Moi, j'ai analysé ça comme ça. Il y a toujours une compassion dans son regard. Donc, on n'arrive pas à croire que c'est un salaud. Et comme il dénonce vraiment et c'est en ça que les enfants l'aiment beaucoup, c'est qu'ils ont vu ça dans la vie. Ils ont vu des personnages comme ça. Et ils n'ont rien dit. Parce que trop timide, ils n'allaient pas dire à quelqu'un qui était invité chez eux, mais ils observaient. Comme lui observait tout le temps. Il a tout observé tout le temps. Et donc, c'était un côté de défaut universel, je veux dire. Ça ne veut pas dire grand-chose ce que je dis, mais ça, il a tout englobé, si vous voulez. Et donc, c'est toujours d'actualité, si vous voulez. Parce que maintenant, quand vous voyez des conflits politiques ou ce que vous voulez, voilà, c'est lui. La preuve, c'est qu'il y a des youtubeurs qui font des montages pour critiquer tel ou tel, et ça marche très bien, le feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu, absolument. Ça marche le feu de Dieu parce que c'est la réalité. Donc, il y a 50 ans, ils jouaient les mêmes mecs que maintenant, quoi. Alors après, ma fille philosophe vous en parlerait mieux que moi. Je sais qu'elle avait dit une fois que c'est le seul qui arrivait à réunir toute une famille dans le salon. Hein, voilà, ça réunit la famille, vous voyez. Il n'y a pas moi je préfère un tel. Bon, on peut dire par exemple sur Gabin, moi j'aime beaucoup Gabin, puis l'autre côté, non, je préfère un autre, vous voyez. Là, ça englobe toute la famille, regardez, de toutes les générations. Elle a eu cette analyse que j'ai trouvée bonne. Mais après, vous savez, on peut en parler des heures. Pourquoi il dure, pourquoi... Mais je crois qu'il y a quand même un petit côté, je vais employer un gros mot, mais il y a un petit côté sacré. Est-ce qu'il diffusait pas du sacré quelque part? Et c'est dans son regard. Vous savez, il y a Francis Huster un jour qui était interviewé sur lui, et donc il passait un extrait, je ne sais plus lequel, où il était dans un état d'énervement, c'était terrible, il souffrait. Et il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, Arditi aussi, et Huster. Et à la fin de l'extrait, Arditi a dit, mais cet homme, il souffre, le martyr. Vous voyez, au lieu de dire, il est très drôle, il fait des grimaces, ou je ne sais pas quelle bêtise, il souffre, on sent qu'il souffre, cet homme, c'est une tragédie qu'il vit. Et Huster a rajouté, et en plus, il est beau. C'est étonnant. Vous voyez, donc ça, c'est son regard. Vous voyez, il est beau. J'ai un ami bouddhiste un jour qui m'a dit quand je vois un film de Louis, il me fait rire, mais surtout il me fait pleurer. À la fin, je suis touché, je pleure. Justement par ce regard compassionnel. C'est-à-dire que, en fait, on réconcilie tout le monde. Les salauds sont là, il les montre, etc. Et à la fin, il y a des happy end, heureusement, dans les films, mais on sent qu'il réconcilie tout le monde, qu'il veut pas. Il les dénonce purement et simplement, quoi. Voilà. On va donner la parole à Naël. Alors Naël, tu as 13 ans, tu as même 13 ans aujourd'hui, précisément. Est-ce que tu peux déjà nous dire pour quelle raison tu aimes Louis de Funès? Alors moi, j'aime Louis de Funès parce que c'est quelqu'un qui fait rire les gens avec des expressions de visage, des bruitages. Il utilise ses mains pour faire rire. Ouais. Et j'aime bien regarder ses films pour passer un bon moment. Ouais, ce qui n'est pas tellement fréquent. Alors, tu es ici le porte-parole des enfants, sollicité par le musée de Saint-Raphaël, qui ont souhaité poser des questions à Olivier de Funès. Nous t'écoutons. Alors, est-ce que ton papa était aussi autoritaire à la maison que dans ses films? Ah, non, heureusement, évident, qu'est-ce que j'aurais pris en compte? Non, il n'était pas autoritaire du tout. Et tu sais, j'ai eu des périodes où je ne travaillais pas très bien à l'école. J'ai même été, je te dis, tu dis pas, j'étais viré en 5e de mon lycée, là. Il m'ennuyait pas trop pour ça, tu vois. Il m'ennuyait pas trop. Ah, par exemple, il était un peu autoritaire si jamais mon frère ou moi essayions d'être prétentieux. Ça, il ne supportait pas la prétention, tu vois. Il nous a élevés comme ça. On n'est pas prétentieux, on respecte tout le monde, quel qu'il soit, quelque métier qu'il fasse. Ça, là, il était un peu sévère. Il ne fallait pas s'amuser à se moquer de quelqu'un parce qu'il était, je ne sais pas quoi, plombier ou autre, et que voilà. Non, pas du tout. Au contraire. Puis là, il nous remontait bien les bretelles en disant, quand tu travailleras comme lui, tu me feras signe. Hein. Là, il était, c'est pas autoritaire, mais il nous a élevés comme ça, ouais. Tu vois, dans le respect. Ouais. Tu vois, toi aussi, t'as élevé comme ça. Tu vois, alors tu connais. Bon.
Est-ce qu'on peut avoir une anecdote rigolote à la maison? Tu voudrais que je te raconte Une anecdote drôle? Une anecdote drôle. Ah bah dis donc, tu me prends de court. Tu te rends compte? Une anecdote drôle à la maison. Ah oui, alors je vais te dire un truc. Il avait un truc, ça pareil, tu le répètes pas, hein, c'est entre nous ça. Il supportait pas que l'oreille le démange, tu vois. Il se démangeait et il supportait pas ça. Tu vois, nous on attend quand on a une oreille qui se démange un peu, ou on fait juste ça. Il supportait pas. Il disait allez me chercher une poire tout de suite. Tu sais, une poire en caoutchouc. Et puis il mettait de l'eau et il se mettait des trucs comme ça. Et le pire, c'est qu'il l'a fait dans un restaurant un jour. Dans un restaurant, il dit vous pouvez pas aller me chercher une poire à la pharmacie. Le mec est allé chercher une poire, puis il est allé se faire machin aux toilettes. Tu vois, c'était comme ça. Il avait des trucs comme ça, tu vois. Ça faisait drôle quand même. Hein. Quel conseil te donnait ton papa pour bien grandir? J'ai pas grandi beaucoup, je fais 1m70. un peu emmerdant. Mais ouais, il aurait dû me donner des conseils. Pour bien grandir, tu veux dire dans ma tête? Oui. Robin, il me disait ce qu'il avait fait lui quand il avait mon âge et un peu son parcours jusqu'à être adulte, tu vois. Et surtout ses petits boulots du départ. Tu sais, il a été emballeur de carton. Après, il a été décorateur de vitrines, tu sais, de boutiques. Tu sais, il a fait un tas de petits boulots comme ça, hein, avant d'être pianiste, parce qu'après il était pianiste de bar. Et alors il me racontait beaucoup, à mon frère également, comment il travaillait. Il nous disait, tu vois, le tout c'est de faire les choses très très bien. Même si tu es exploité par un connard là, qui ne te paye pas, etc., je faisais tout, essayer de faire toujours très très bien. Pour ma santé personnelle, une fois quand je dormais, j'ai bien fait mon emballage. Voilà, mon scotch, il était bien mis et tout, tu vois. Et nous donner des conseils comme ça. On dit, faites les trucs bien, et vous verrez après, même si vous êtes avec un connard, le boomerang va lui revenir dans la figure, et vous réussirez. C'est un peu, tu vois. T'aurais aimé qu'il te donne des conseils? T'aurais éclaté de rire tout le temps, c'est ça? Oui, je pense aussi. C'est ça qui est embêtant. Ouais. Est-ce qu'il a toujours voulu être acteur? Non, pas du tout. Il a voulu être pianiste d'abord, il a été pianiste de bar, mais ça après c'était pendant la guerre, ça a été difficile. Et puis c'est un ami un jour qui lui a dit tiens tu devrais venir jouer un petit peu au théâtre, etc. Et Daniel Gélin, qui est un acteur que tu connais pas toi maintenant, lui a trouvé un petit rôle dans Les Belles Bacchantes. Et il s'est avéré que ça marchait très bien et qu'il était très drôle, donc il a continué. Mais je vais te redonner un secret que tu dis à personne non plus entre nous. Quand il a fait acteur, il avait dit moi ce que je veux être c'est second rôle. Il a jamais dit je voudrais être une vedette, un premier rôle. Moi mon rêve c'est d'être second rôle comme l'était Noël Roquevert et ces acteurs-là. Il était admirable et il n'avait pas d'ambition, tu vois. Je veux être second rôle, il a tout raté. C'est ça. Est-ce qu'il était manuel? Oui, très manuel. Il bricolait très bien. Et tu sais qu'il a fait beaucoup de jardins. Il a fait des très beaux jardins. Tu as vu ça au musée, on voit les photos jardins. Et il réparait lui-même ses motoculteurs et tout ça. Hein. Il était très manuel, oui. Il faisait des collages. Il dessinait très bien aussi. Il a fait des très beaux bouquets de fleurs, tu vois. Moi, je sais pas dessiner. Hein. Ah ouais? Ah oui, mais c'est pas grave. Oui, bah oui. On peut apprendre, c'est comme tout le reste. Merci beaucoup Naël. Nora Ferreira, vous êtes directrice du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël depuis son ouverture en 2019. Parmi vos visiteurs, il y a beaucoup d'enfants. Oui, on est environ à un tiers des visiteurs qui sont effectivement des enfants. Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils connaissent tous Louis de Funès quand ils viennent? La plupart, puisque c'est un moment où justement, comme le disait tout à l'heure Olivier, où il est le consensus familial par excellence, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve devant la télévision avec les parents, les grands-parents, les enfants, voire les petits-enfants. C'est vraiment Louis de Funès incarne la personne, ces films en tout cas, on peut être devant un film de Louis de Funès, tout le monde sera d'accord. Et ça c'est intéressant. Donc passer les portes du musée, effectivement, soit les enfants connaissent déjà Louis de Funès, soit ils ne le connaissent pas, et donc on va être amené à le découvrir en déambulant dans le musée, et puis je pense que ça suscitera en tout cas l'envie de découvrir ces films par la suite, ça c'est évident.
Comment vous expliquez que l'humour de Louis de Funès fonctionne encore sur les enfants ? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un acteur du XXe siècle. Tout a vieilli, sauf lui, finalement. Il est toujours là. Et cette persistance du succès, c'est justement parce qu'il incarne certainement le plus injuste le plus juste personnage, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, la plus juste incarnation des plus injustes personnages, en fait. Et les enfants ont une admiration parce qu'il a le droit, c'est lui qui a le droit d'incarner ces personnages, de les ridiculiser, comme ferait peut-être un enfant finalement en imitant ses parents dans sa chambre, en se moquant de ses parents, mais parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Et en fait, je pense que c'est une certaine connivence, et c'est pour ça que les enfants l'aiment. Et puis, les enfants ont l'habitude de reconnaître les fauchetons, hein. C'est quelque chose qu'ils repèrent tout à fait, ces genres de personnages un peu troubles, pas francs du collier, et je pense qu'ils se reconnaissent effectivement. Et oui, et Louis de Funès avait une admiration pour les fauchetons. Il dirait qu'il a dit justement qu'il pourrait en écrire des tonnes sur ce sujet. Donc, Alors pour l'été prochain, vous préparez une exposition qui va être un événement, hein, sur une exposition croisée sur Chaplin et de Funès. A priori, le rapport n'est pas évident, hein. Chaplin jouait plutôt Charlot, un clochard qui était pourchassé par la police. De Funès, c'est plutôt des commissaires, c'est plutôt des PDG. Quel est le lien réel entre les deux ? Je dirais, dans un premier temps, que c'est la dimension sociale et politique. Déjà, ce sont deux profonds humanistes. Louis de Funès utilise les personnages des tout-puissants pour les ridiculiser, alors qu'on a un Charlie Chaplin qui utilise les invisibles, les marginaux, pour les faire ressortir dans les films. Et donc, c'est cette fracture sociale qui permet de rendre la comparaison entre les deux intéressante. Et puis, évidemment, il y a la pantomime, le burlesque. Personne n'est Chaplin, mais personne n'est de Funès non plus. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de faire une exposition qui aura lieu dès juin prochain au musée. Donc, qui va durer donc 1 an à Saint-Raphaël et ensuite qui part en Suisse ? Ça va durer 6-8 mois à Saint-Raphaël et ensuite en 2024 en Suisse. Et je suis d'autant plus ravie de l'existence de ce musée parce qu'on a déjà fait 2 expositions temporaires. La première sur le corneau et la seconde sur la gastronomie française. Et ce sont des expositions qui deviennent itinérantes. Et donc là, pour l'exposition Chaplin de Funès, effectivement, le Chaplin's World en Suisse a décidé de reprendre cette exposition puisqu'ils ont été très intéressés par ce sujet. Et pas cette comparaison, mais parce que Louis de Funès était un fan inconditionnel de Chaplin, mais en tout cas de cet itinéraire, de cette proposition culturel et scientifique, parce que c'est un contenu véritablement scientifique sur les deux génies, puisque ce sont des 2 génies du cinéma. Ça, c'est la persistance du succès, en fait. Ils sont encore là, donc utiliser le mot génie n'est pas un problème pour moi, ça c'est évident. C'est clair. Olivier, le fait que Louis de Funès soit invité chez Charlie Chaplin, ça lui aurait fait quoi ? Je pense qu'il aurait dit non, mais faut pas, arrêtez. Non. Moi, par contre, ça me fait plaisir. C'était quoi pour lui, Chaplin ? C'était un modèle ? On sait qu'il aimait aussi beaucoup Laurel Hardy, Buster Keaton. Oui, c'était tous ces gens. C'était ce que les jeunes disent maintenant, des monstres. C'était des monstres. Pour lui, c'était un monstre, quoi. Chaplin et Laurel Hardy aussi. Il aimait beaucoup Laurel Hardy. C'était non, bien sûr. Pour ça, je vous dis, de là-haut, on doit dire non, faites pas ça, quoi. Alors j'imagine que le fait que Géraldine Chaplin ait joué à vos côtés, à ses côtés, dans Sur un arbre perché, c'est pas une coïncidence. Le fait que ce soit la fille de Charlot était quelque chose d'important. Oui, je ne sais pas comment ça s'était passé. Je pense que c'est Serge Cambert qui avait choisi Géraldine, qui était charmante, etc. Mais il ne parlait pas trop de Charlie Chaplin avec elle. C'est marrant. Il voulait pas la gêner non plus là-dessus. Par pudeur, et puis après, vous savez, à cette époque-là, déjà, Charlie Chaplin, c'était déjà une connotation assez politique. Donc il ne voulait pas rentrer dans ces considérations, voyez. Il lui a dit tout de même qu'il admirait son père et que c'était... Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Il n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il était encore en vie à cette époque-là. Il était âgé, mais toujours en vie, il avait 81 ans. Oui, non, il n'a jamais... Non. Il n'a jamais cherché à le rencontrer éventuellement? Bah non, parce que il aurait fallu qu'il aille en Suisse. Non, je sais pas, mais je pense qu'il a dû se dire, c'est peut-être à Charlie Chaplin de me faire signe, quoi. Je vais pas aller le déranger, quand même, dire, dites donc, vous voulez pas me faire un petit truc, là, un petit personnage de Charlot, allez, vous me le faites Non, quand même. Quel genre de film vous regardiez à la maison, avec votre père, et en famille? Alors en famille, on regardait beaucoup la télévision, des films à la télé, des pièces aussi. Par contre, il nous faisait des projections, parce qu'il avait acheté un gros projecteur en 16. Oui. Et il avait acheté des bobines, mais beaucoup de Charlot, Laurel et Hardy. Et puis des films qu'il aimait, comme Gervaise, etc., qui nous montraient des films, voilà. Je ne me souviens plus trop, hein, vous savez, mais il nous en passait toujours. Mais beaucoup Charlot. Pas les films d'après, si vous voulez. Hein. Ouais. Jusqu'au temps moderne. Voilà. Après, non. Pas Le Dictateur? Non. D'accord. Mais je pense que je pense qu'il l'a pas vu d'ailleurs, ou s'il l'a vu, je pense que le Dictateur lui aurait pas trop plu. Alors parce que je vais vous dire, les temps modernes, ça, il en était fou. Il a trouvé ça absolument génial. Le Dictateur, ça correspond bien à ce dont on parlait pour Rabbi Jacob, vous voyez. Oui. Rabbi Jacob, il a accepté de le faire parce que voilà. C'était l'antisémitisme et l'anti-arabe aussi dans le film, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ça allait. Mais jouer le rôle d'Hitler, ça, je pense qu'il ne l'aurait jamais fait. Je pense que là, il pouvait pas franchir ce pas. Alors, Charlie Chaplin l'a fait vraiment comme une poésie. Hein. C'est une poésie. Mais je pense que mon père n'aurait pas accepté ça. D'accord. Il aurait dit ça, un vrai salaud comme ça, je vais pas m'identifier à un vrai salaud. Ouais. Tout à fait. Bon, alors Louis de Funès a été très souvent comparé à un autre très grand acteur de petite taille, une star intemporelle, comme lui, qui a fait carrière en jouant notamment sur la mauvaise humeur un certain Donald Duck. Il y a quelque chose de cartoonesque chez Louis, et c'est cet aspect qui nous amène tout naturellement vers la bande dessinée. Grégoire Accourt, en 2020, un mois pile avant le confinement, vous organisez le 2e festival de la bande dessinée de Saint-Raphaël. Vous organisez également une vente caritative de dessins et vous imposez le thème aux dessinateurs, ce sera Louis de Funès. Vous pouvez nous expliquer quoi ce choix et comment vos dessinateurs ont réagi? Alors, Louis de Funès, quand j'en ai parlé à mes amis auteurs de BD, en leur proposant de faire cette vente caritative, cette vente aux enchères caritatives, ils ont tous sauté au plafond en disant c'est génial, c'est entre la BD humoristique et les films de votre papa, le tremplin il est pas très loin, hein. Donc ils ont fait des œuvres exceptionnelles qui ont été exposés au musée de Nora, et je trouvais que ça donnait du sens en plus à ce festival que j'aime beaucoup, qui est destiné à la jeunesse, et ça a permis de récolter des fonds pour l'épicerie solidaire de la ville, et c'est tant mieux, il n'y a eu aucun euro de commission ni quoi ni caisse. Les auteurs ont livré leurs dessins, l'ont offert, et derrière, la vente s'est très très bien passée, et les auteurs étaient ravis, enchantés. Il y avait le Marsupilami, il y avait quand même des grands auteurs. Hein. Oui, tout à fait. Alors, un an plus tard, vous revenez à la charge, et alors là, vous proposez carrément une bande dessinée sur Louis de Funès. Alors, je propose une bande dessinée, mais c'est suite à une conversation avec Nora, qui m'a dit, chiche, Grégoire, on ferait pas une BD pour le musée? Ah, j'ai passé une excellente idée. Et là, j'ai mis en place une équipe composée de Michel Rodrigue, le dessinateur de Cubitus, Serge Carrère de Achille Talon, Léoden, et Michael à la couleur. Tous les quatre, je dis pas qu'on pétochait, mais on n'était pas franc du collier par rapport, alors qu'on a l'habitude de faire des BD. Hein, mais là, ce monsieur est tellement énormissime qu'il fallait pas qu'on se plante. Alors heureusement, Nora et vous-même avez relu des choses, donc il n'y a aucune bêtise dans le livre. D'ailleurs, je pense que personne ne nous a fait la moindre critique.
On s'est beaucoup amusé, on est très très fiers de cet album, qui je pense marche bien en plus. Et moi j'ai pu découvrir plein de trucs, mais comme mes copains auteurs, hein, des choses qu'on ne savait pas. Hein. Donc c'est une très très belle expérience. Mais c'est pas difficile de mettre dans une case Louis de Funès qui par définition vit par le mouvement ? Non, parce que le dessin, comment dirais-je ? On peut imaginer le mouvement au travers d'un dessin. Donc même si c'est une case, il y a énormément de mouvements dans la BD qui a été faite, je trouve en tout cas, à mon sens. Alors Louis de Funès a été aussi récupéré par les artistes contemporains. Nora Ferreira, qu'est-ce qui les fascine à ce point-là dans la figure funésienne ? Pourquoi on en parle autant ? Je pense que Louis de Funès est apprécié par la plupart des gens, en fait. Hein. Et donc, forcément, quand on fait appel à des artistes pour travailler pour Louis de Funès, ça suscite une passion. Ce sont des dessinateurs, ce sont des passionnés, forcément déjà par leur propre métier, alors qu'en plus, il faut ajouter Louis de Funès sur ce sujet, sur cette thématique. Forcément, ça défoule les passions. Et je le vois avec, effectivement... cette BD, mais effectivement, on retrouve aussi par exemple John Mejia qui a fait une très belle toile de Louis de Funès avec une restitution des yeux absolument parfaite. On a l'impression, quand on regarde cette toile, qu'il prend vie en fait. Hein. Elle est exceptionnelle. On peut la retrouver au musée. Mais ça inspire aussi. C'est pas seulement que local, c'est national, c'est international. On a avec Hello Graphique des artistes belges qui ont travaillé pour la Cinémathèque française sur des affiches de films. Donc je pense vraiment qu'en plus Louis de Funès, il incarne quand même une période du XXe siècle, qui est la période des 30 Glorieuses, avec un contexte socio-politique, culturel, qui favorise les sujets, les thématiques et qui passionne. Donc forcément, on a de belles matières avec cet acteur. J'ai le sentiment, si je peux me permettre, Nora, que dans le milieu artistique, il fait l'unanimité. Enfin, je veux dire, quand on dit à un artiste, peu importe, tu vas faire un truc sur Louis de Funès, il fait... boum. Enfin, je pense. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens au niveau du 9e art. Et c'est pas seulement que chez les artistes peintres ou dessinateurs, on a aussi finalement, on retrouve ça aussi, on a détourné Louis de Funès dans le monde de la politique, donc c'est-à-dire qu'en fait, on le retrouve sur les réseaux sociaux, on a des journalistes aussi qui écrivent en s'inspirant aussi de Louis de Funès, et puis on a des écrivains comme Nicolas Mathieu, on a Novarina qui a fait de très beaux textes, donc je crois qu'il inspire tous les domaines en fait, tous les domaines. Olivier, quel regard votre père aurait porté sur tout ça, sur cette espèce d'unanimité absolue autour de lui ? Oh oui, je sais pas, il était timide, vous savez, il aimait pas trop la gloire. Mais Nora parlait des réseaux sociaux. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Regardez la folie des grandeurs. Je suis ministre, donc je ne sais rien faire. Voilà. Je veux pas, mais bon, je veux rien dire, hein, mais bon, voilà, quand même. Voilà. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Voilà. On est d'accord. Mais alors tout de même, une exposition à la Cinémathèque française, le temple du cinéma français, l'hommage de magazines qui, de son vivant, ont dit que pendre de lui. Tout de même, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, écoutez, vous savez, on parle de Télérama, par exemple. Qui maintenant a changé complètement d'avis. Il a été quand même très blessé par toutes ces critiques épouvantables. Il était très très blessé. Bon, il voulait pas s'en occuper. Il disait, je suis blessé, mais je m'en fous. De toute manière, ce sont des gens qui auraient bien aimé faire ce métier, puis qui sont ratés. Voilà, puis c'est tout. Il était très blessé. Alors maintenant, je pense qu'il serait content. Et il serait pas revanchard. Hein. Il dirait, écoutez, c'est gentil, parce que vous m'avez quand même bien abîmé pendant longtemps. Hein. Et c'est curieux que ça ait mis autant de temps, parce que pourquoi tout d'un coup, on découvre le génie de Louis de Funès comme ça, peut-être parce que leur truc marchait plus, hein, à force de... Ils avaient rien à manger, hein, ces gens-là. Ils se sont dit, tiens, de Funès, ça fonctionne, on va peut-être quand même s'y intéresser. Moi, je pense que c'est ça, parce que c'était très violent. Hein. Télérama, c'était très, très violent. Bon, alors les directions ont changé, etc. Bien sûr, c'est beaucoup ça.
Mais enfin, il était très blessé par ça. Faut pas croire, parce que lui, il était un petit peu comme ça. Il disait non, ça me gêne pas quand on l'interviewait là-dessus, comme il était très timide pendant les interviews. Il dit non, oui, bon, vous savez, je m'en occupe pas trop, mais enfin, je sais que à la maison, il était quand même, ces salauds là, c'est monstrueux de pouvoir dire des choses comme ça, quoi. Mais il lisait les critiques, donc. Il les lisait malgré tout. Il essayait de ne pas les lire, mais bon, il y avait toujours un bon copain qui lui disait « T'as vu ce qu'ils ont dit ?» Et moi, j'en ai lu, c'était épouvantable. Hein. Il y en a qui passent sur les réseaux sociaux de temps en temps, mais c'était épouvantable ce qui sortait. C'est des critiques, mais non seulement lui, mais sur tout le film, qui démontait, je sais plus, le Cornio, j'en ai lu un sur le Cornio. Que c'était le vomi à la sortie du film, on a dit que c'était le vomi du cinéma français. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, des gens charmants. Alors que pendant le confinement, effectivement, on a diffusé sur France 2 à 14h le Cornio et qui a rassemblé des millions de téléspectateurs. Donc, mais ce qui a fait changer certainement la critique cinématographique, c'est aussi la persistance de son succès. En fait, c'est le temps qui remet en place les choses. Et quand on a encore Louis de Funès aujourd'hui, qui s'adapte à la nouvelle façon de communiquer, qui est constamment sur les réseaux sociaux, il y a des millions de personnes qui suivent les pages de fans sur, par exemple, TikTok ou Instagram, et que ce sont des jeunes qui suivent ces pages. Forcément, on est obligé de se poser la question et on est obligé de revenir un peu sur le discours qu'on pouvait avoir auparavant. Et puis c'est surtout aussi que la comédie était considérée comme un art mineur à son époque. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà, je pense que c'est la persistance du succès et puis aussi le fait que Louis de Funès s'adapte encore au réseau qui prouve que, enfin, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que voilà, les génies traversent le temps et nous ne serons plus là et que Louis de Funès sera encore présent. Est-ce qu'il y avait une période un peu intello après 68, donc des artistes comme Chaplin passaient mieux parce qu'il y avait un côté politique, ça leur plaisait beaucoup, ça. Jacques Tati, par exemple, qui était formidable, hein, plaisait beaucoup parce que c'était plus intello. Donc c'était la période après 68. Fallait quand même pas rire de trop. Hein. On avait les cheveux longs, on fumait la pipe, on se remettait. Oui, alors Tati, c'est fabuleux, de Funès. La daube. Oui, parce que mais il y avait un peu tôt, ça, hein, il y avait cet intellectualisme, et il prenait ça hein, dans Télérama, c'était ça, il se prenait la tronche. Et Lucchini en parle très bien dans ses spectacles, il parle toujours de Télérama, c'est amusant. C'est clair. Je ne vous ai pas demandé à chacun, à part à vous, quel était le film de Louis de Funès que vous préférez. Nora, peut-être ? Moi, c'est Joe. C'est un... Ouais, c'est de Jean Giraud. Les comiques de situation s'enchaînent et puis il parle sans parler. Il y a des silences où il continue de parler. Il est quand même, ce film, pour moi, est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on rit du début jusqu'à la fin du film. En tout cas, c'est l'effet que ce film me fait. Et oui, c'est mon film préféré de Louis de Funès. D'accord. Grégoire ? Alors moi, tous, mais surtout Le Petit Baigneur. Avec les Castagniers. Avec la bande des Branquignoles, les rouquins. C'est un bonheur absolu pour moi. Du début jusqu'à la fin, je pleure. Je l'ai vu 200 fois. Et c'est magnifique. Bon, après, les autres également. Mais c'est vraiment il tournait avec ses amis, surtout, qu'il aimait beaucoup. Et ça joue. Il aimait beaucoup tourner avec des amis, des vrais amis, quoi. Ah oui, non, pour ça qu'il s'est bien entendu avec Bourvil, etc. Il aimait retrouver ses amis. Et alors, les Derry, c'était Colette sacré. Brossé, Robert Derry. C'était sacré. Formidable. De Branquignol, oui. Et n'oublions pas, tu parlais de Joe, etc. N'oublions pas Blier, quoi. Oui. Ça, Blier, il adorait tourner avec Blier. C'est une valeur sûre. C'est terrible. Justement, dans Joe, c'est cette scène là où ils sont silencieux tous les deux, cachés, en train de s'avouer certaines choses. Et en fait, ils sont silencieux tous les deux et ça joue. Voilà. Et cette scène-là, elle est exceptionnelle. Donc c'est quand même le cinéma muet aussi, et puis c'était le rêve de Louis de Funès de faire un film muet avec effectivement l'idée, même si le muet fait partie du passé et plus de son époque, mais c'était de faire quand même, de dire des choses, mais que finalement ça allait être des bruits qui allaient empêcher d'entendre ce qui allait se dire, et que finalement tout est dans la gestuelle. Ça lui venait de Chaplin, hein, c'est pour ça qu'il adorait les Charlots, surtout. Ouais. Plus que les Lumières de la ville, etc. Parce que c'était, Charlot, quoi. Il a fallu attendre Jean Dujardin pour avoir un film. C'est ça. Mm. Naël, ton film préféré ? Alors moi, j'en ai 3. Vas-y.
Alors, il y a Les Grandes Vacances, Oui. Ah, chic, Ah, bah oui, voilà. Rabbi Jacob Oui. et La Soupe aux choux. Ah, et la oui. soupe aux choux. Ça, c'est bien que les jeunes aiment la soupe aux choux. C'est très, très bien. Non seulement ils aiment le film, mais ils aiment la musique aussi qui est devenue Ils aiment un la tube. musique. C'est très étonnant. C'était un joli roman de Fallet. Oui. Et c'est très poétique, en fait. Donc, c'est vachement bien qu'à 13 ans, tu aimes la soupe aux choux. Ça me fait vraiment plaisir. Oui. Parce que C'est ça veut très dire que tu es un peu poète dans l'âme. Tu vois? Bah ouais. Et pour la petite histoire, cet été, je diffuse chaque année, chaque été, sur la plage à Saint-Raphaël, la plage du débarquement, on diffuse un film, on met un grand écran sur le sable avec des chaises. Et donc cet été, par rapport à la gastronomie française, j'ai diffusé La Soupe aux choux. C'était la première fois qu'on applaudissait le film dès le début, Ah ouais. au générique. Alors qu'habituellement on applaudit à la fin parce qu'il y a des applaudissements à la fin du film. Ouais. Là c'était dès le départ. C'est la première fois que je voyais Mais ça Je crois que La Soupe aux choux et L'Homme Orchestre sont sans doute deux des films vraiment à redécouvrir, qui n'ont pas forcément magnifiquement marché à l'époque, Ouais. mais qui sont vraiment des films. Il est très beau Génial. ce film. La Soupe aux Absolument. choux. Oui, il est très beau. Ouais. Il y a une belle tendresse et puis c'est une ode à la Et nature. puis il y a Carmet, quand même. Oui, Mm. Carmen. Et c'est l'amitié, c'est de belles valeurs. Alors, Le c'est temps pareil, ils qui s'entendaient passe. très bien avec Carmet. Voilà, c'était Ouais. c'était des vrais copains, ça, quoi, de boulot. Et ah ouais, c'était des pros, hein. Carmet et tout ça, c'est du solide. Hein. C'est clair. Alors je vous remercie. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose quelques ouvrages de référence sur Louis de Funès. D'abord celui-ci de Patrick Olivier de Funès. Ah, c'est pas bien du tout, ça. Ah non, c'est pas bien du tout. C'est le seul que vous avez fait, donc ne parlez pas trop de moi Ah oui, les Ils enfants. n'ont pas voulu que j'en fasse un. Ne parlez pas trop de moi les enfants, donc c'est vous et votre frère Oui, voilà. qui racontait un de Funès beaucoup plus humain, beaucoup plus accessible et souvent étonnant en tout cas pour ceux qui le connaissent pas. Dans un genre absolument différent, vous avez également Louis de Funès de A à Z de Bertrand Dical. Donc vous avez tout ce que vous pouvez savoir sur de Funès par lettre alphabétique, c'est très agréable parce qu'on peut Ouais. on peut papillonner de l'un à l'autre, donc c'est très très sympa. Vous avez également un livre que j'aime énormément, qui est le catalogue de l'exposition qui a été faite à la Cinémathèque, donc Louis de Funès à la folie. Il y a énormément, alors ça va un petit peu au-delà évidemment de la biographie, de ce genre de choses, il y a des analyses que je trouve extrêmement intéressantes. Et puis encore dans un genre totalement différent également, vous avez l'indispensable bande dessinée Louis de Funès, Drôle de vie, dont on a parlé tout à l'heure et qui est extrêmement bien faite, extrêmement juste et qui rend justice, je trouve, à la personne qui était votre père. Et puis, évidemment, sans oublier le magazine que vient de sortir le groupe Nice Matin. Voilà, 40 ans déjà, La folie des grandes heures, qui est dans vos kiosques depuis mardi et que je vous recommande surtout de ne pas rater. Sur le web, il y a deux sites qui méritent vraiment le coup d'œil. Ils s'appellent Just Louis de Funès et Fan de Funès. Ils sont vraiment très sympathiques. Voilà, merci à vous quatre. Merci à Philippe Bertini, à Sophie Doncé, à Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la revoir en replay sur YouTube et sur Facebook. Merci également à Karine Potier et à Chloé Voirgard pour le générique et l'habillage de cet hommage. Merci enfin à mon père qui nous regarde depuis son petit nuage. Et bonne soirée à tous et à très bientôt.